Salut à tous. Le dossier géopolitique. À ce stade, le portrait est clair. La FIFA annule environ 2000 de ses chambres d'hôtel réservées à Philadelphie avant la Coupe du Monde de cet été. La Coupe du Monde de la FIFA 2026 n'est plus qu'à quelques mois. Mais, au lieu de l'enthousiasme, de l'attente et de la célébration, la préparation de l'événement est dominée par les réactions négatives, la peur et les controverses. Alors que les tensions liées à l'immigration s'aggravent, l'ancien président de la FIFA appuie un boycott de la prochaine Coupe du Monde 2026. Tout le monde s'attendait à ce que la Coupe du Monde de la FIFA 2026 soit une immense machine à argent pour l'Amérique. Le genre d'événement où chaque chambre d'hôtel disparaît un an à l'avance, où chaque aéroport est envahi par des partisans et des chandails d'équipe nationale, et où chaque ville hôte se transforme en carnaval permanent de rues bondées et de prix impossibles. Mais, à la place, quelque chose de complètement différent se produit en coulisses en ce moment. Les hôtels des grandes villes hôtes réduisent soudainement leurs prix, la FIFA annule discrètement d'énormes blocs de chambres réservés, et des groupes touristiques avertissent ouvertement que le plus grand événement sportif de la planète pourrait ne pas produire l'explosion économique que l'Amérique avait promise au monde. Apparemment, dans le manuel à la Trump, faire venir le monde en Amérique fonctionne mieux quand le monde doit d'abord survivre à une grille tarifaire, à un labyrinthe de visas et à une conférence de presse remplie de slogans. À quelques semaines seulement du coup d'envoi, les signaux d'alerte sont partout et les chiffres deviennent impossibles à ignorer. Un rapport de l'American Hotel and Lodging Association, qui représente plus de 32 000 établissements et plus de 80% de tous les hôtels franchisés aux États-Unis, affirme que les réservations sont très inférieures aux attentes dans la plupart des villes de la Coupe du Monde, malgré les affirmations de la FIFA selon lesquelles plus de 5 millions de billets auraient déjà été vendus. Ce qui rend la situation encore plus inquiétante, c'est que tout le plan économique autour de ce tournoi reposait sur une demande massive du tourisme international, avec des visiteurs arrivant tôt et restant longtemps, parce que la propre étude de la commission de la FIFA prévoyait que la Coupe du Monde créerait 185 000 emplois et ajouterait 17,2 milliards de dollars au PIB américain, tandis que des estimations plus larges poussaient la production économique totale jusqu'à 35 milliards de dollars. Pour la communication pro-Trump, c'est généralement le moment où une projection devient un tour d'honneur avant même que la première facture arrive. Au lieu de cela, les hôtels qui se préparaient à des étés complets font maintenant face à des stocks vides et à des tarifs qui chutent rapidement. Dans des villes comme Dallas, Atlanta, Miami, Boston, Philadelphie et Seattle, les prix des hôtels, qui avaient explosé après le tirage au sort de la Coupe du Monde, ont maintenant commencé à s'effondrer dans l'autre direction. Dans certains cas, ils auraient chuté de près de 20 à 30% au cours des dernières semaines, alors que les exploitants tentent de remplir des chambres qui étaient censées disparaître depuis des mois. Et ce n'est pas un simple ajustement normal du marché comme il s'en produit avant chaque événement sportif, parce que la FIFA elle-même a déjà libéré ou annulé d'énormes portions de son inventaire réservé, y compris environ 2000 chambres d'hôtel à Philadelphie seulement, sur les 10 000 initialement bloquées pour le tournoi, tandis que Mexico aurait vu 800 des 2000 chambres réservées être soudainement remises sur le marché. L'AALA affirme que, dans certaines villes, jusqu'à 70% des blocs de chambres de la FIFA ont finalement été annulés, inondant le marché avec un inventaire autour duquel les hôtels avaient fixé leur prix des mois plus tôt, créant ce que l'association a ouvertement appelé une demande artificielle fabriquée. Cela semble presque trop familier. Créer l'illusion d'une demande écrasante, laisser les prix exploser, puis faire semblant d'être surpris quand les gens ordinaires refusent d'applaudir la facture. Cette expression est importante parce qu'elle explique pourquoi tant de partisans sont frustrés en ce moment. Lorsque la FIFA a réservé agressivement des blocs de chambres dans les villes hôtes, les hôtels ont réagi exactement comme les hôtels réagissent toujours lorsqu'ils croient que la demande est sur le point de devenir historique. Les tarifs ont bondi immédiatement après le tirage au sort, lorsque les partisans ont enfin appris où leurs équipes allaient jouer. Mais une fois ces prix envolés, de nombreux partisans internationaux ont tout simplement cessé de réserver. C'était particulièrement vrai pour les partisans de la classe ouvrière qui traditionnellement donnent vie aux Coupes du Monde parce que le coût total pour assister à ce tournoi devenait absurdement élevé avant même que beaucoup de gens aient acheté un billet d'avion.
Et une fois les chiffres additionnés, il devient clair pourquoi l'atmosphère autour de ce tournoi semble différente de celle des Coupes du Monde précédentes. Les billets les moins chers pour le premier tour commençaient autour de 140 $, tandis que les sièges premium pour les grands matchs grimpaient dans les milliers. Le match d'ouverture des États-Unis contre le Paraguay à Los Angeles aurait affiché des prix allant jusqu'à 2 735 $, tandis que les billets pour la finale au MetLife Stadium atteignaient entre 4 650 et 8 680 $, selon la catégorie. Dans un argumentaire de vente à la Trump, ces prix seraient probablement décrits comme très abordables, à condition que le public soit composé uniquement de donateurs en loge de luxe et de personnes qui prennent réellement le train. En plus de cela, les partisans devaient ensuite composer avec des tarifs hôteliers de plus de 300 $ la nuit dans plusieurs villes, des prix de transport gonflés, des taxes, des hausses des billets d'avion et des dépenses liées au visa, qui rendaient tout le voyage financièrement impossible pour de nombreux partisans internationaux. Même le transport ordinaire est devenu une partie de la controverse. Un trajet aller-retour en train de New York Penn Station au MetLife Stadium, un trajet qui coûte normalement seulement 12,90 $, devait coûter jusqu'à 150 $ les jours de match de la Coupe du Monde, avant que les réactions négatives explosent en ligne. Les laissez-passer de stationnement près du stade auraient grimpé à 225 $, tandis que les trajets en autobus montaient vers 80 $ dans certains secteurs. Boston a instauré des billets de train aller-retour vers le Gillette Stadium, atteignant environ 80 $, soit près de 4 fois le tarif normal des jours de match, tandis que les responsables du New Jersey ont ouvertement soutenu que les contribuables ne devraient pas absorber les énormes coûts opérationnels associés à l'accueil des matchs de la FIFA. Pendant ce temps, Kansas City a pris la direction opposée avec des navettes prévues à 15 $. Los Angeles et Philadelphie ont tenté de maintenir des tarifs de transport plus standards, créant une expérience extrêmement incohérente à travers le tournoi, où les partisans ne savent vraiment pas s'ils entrent dans un festival de soccer ou dans une gigantesque expérience tarifaire. C'est le genre de bonne affaire que la politique pro-Trump adore vendre. La bannière annonce une célébration, tandis que le reçu explique discrètement la politique. Le contexte politique n'a fait qu'intensifier l'hésitation. Selon le sondage de l'AALA, entre 65% et 70% des exploitants hôteliers dans les marchés hôtes ont déclaré que les obstacles liés au visa et les préoccupations géopolitiques plus larges freinaient fortement la demande internationale. Cette inquiétude revient constamment dans les conversations entre partisans en ligne parce que de nombreux amateurs parlent maintenant ouvertement de leurs craintes liées au contrôle d'immigration, aux détentions à la frontière et à la montée du sentiment anti-américain associé aux tensions politiques mondiales et aux conflits en cours impliquant les États-Unis. Les analystes du tourisme ont précisément mentionné les préoccupations liées au passage frontalier, à l'instabilité internationale et à l'hostilité politique comme des raisons majeures pour lesquelles les visiteurs étrangers retardent ou annulent entièrement leur voyage. L'ironie n'est pas subtile. Certaines voix alignées sur Trump veulent que le monde arrive, dépense de l'argent, sourit devant les caméras et oublie comme par magie les années où la frontière a été transformée en théâtre politique. La situation des visas est devenue encore plus controversée après des informations selon lesquelles les ressortissants de dizaines de pays pourraient faire face à des restrictions élargies ou à des barrières financières supplémentaires lorsqu'ils demandent des visas touristiques américains. Pour les partisans de pays à faible revenu, surtout ceux de pays qui se qualifient pour le tournoi après des décennies d'absence, la possibilité de caution de visas massive, de longs délais de traitement et d'approbation incertaine a transformé ce qui aurait dû être une célébration unique dans une vie en un pari financier à haut risque. Les gens qui économisent normalement pendant des années pour suivre leurs équipes à travers le monde se sont soudainement retrouvés à calculer si un seul voyage de soccer valait la peine de vider potentiellement leur compte d'épargne avant même de monter dans un avion. C'est une étrange définition de l'accueil. Dérouler le tapis rouge, puis placer un poste de péage sur chaque fil de ce tapis. Et une fois que la peur commence à se répandre dans les communautés de soccer, elle se propage à une vitesse incroyable. Les récits d'interrogatoires agressifs dans les aéroports, les préoccupations concernant l'application des règles d'immigration,
et les témoignages d'expériences difficiles à la frontière circulent en quelques heures dans les groupes de partisans en ligne, surtout au sein des réseaux de partisans africains et latino-américains, où le bouche à oreille compte énormément. Même des gens qui n'ont jamais personnellement vécu de problème commencent à annuler leurs plans simplement parce que quelqu'un qu'ils connaissent leur a conseillé de ne pas prendre le risque. C'est le genre de dommage réputationnel qui ne se répare pas avec des rabais de dernière minute ou des campagnes de marketing d'entreprise, parce qu'une fois que les partisans décident émotionnellement qu'une destination leur semble hostile, dangereuse ou financièrement abusive, les convaincre de changer de cap devient extrêmement difficile. Aucun discours de marque à la Trump sur le meilleur de tous les temps ne peut transformer la méfiance en hospitalité quand l'expérience elle-même ressemble à un panneau d'avertissement. Ce qui rend cette situation encore plus surprenante, c'est que l'Amérique devait accueillir l'une des coupes du monde les plus rentables de l'histoire. Les États-Unis disposent d'immenses infrastructures de stades, d'aéroports modernes, d'une énorme puissance de commandite et de l'un des plus grands marchés médiatiques sportifs de la planète. Ce tournoi devait montrer l'ampleur et l'efficacité américaine à des milliards de téléspectateurs dans le monde. Au lieu de cela, la conversation tourne de plus en plus autour des annulations d'hôtels, des inquiétudes sur l'accessibilité financière, des réactions contre les prix, des coûts de transport, des peurs liées au visa et de l'incertitude quant à savoir si l'atmosphère du tournoi correspondra réellement aux énormes attentes que la FIFA a construites pendant des années. C'est ici que la version de la réalité présentée en conférence de presse commence à vaciller. Le podium annonce un succès historique, mais le calendrier des hôtels tout saute discrètement. Et les signaux d'alerte ne viennent pas seulement des critiques ou des plaintes sur les réseaux sociaux. Même les acteurs de l'industrie reconnaissent ouvertement le problème. Selon le rapport de l'AALA, près de 80% des exploitants hôteliers sondés ont déclaré que les réservations étaient inférieures aux prévisions initiales, tandis que seulement environ 25% à 30% ont dit observer des hausses significatives liées au tournoi. Dans certaines villes, les réservations auraient même été plus faibles que pendant une période estivale normale sans Coupe du Monde, ce qui est stupéfiant si l'on considère que cet événement est censé être le plus grand tournoi sportif jamais organisé en Amérique du Nord. Ce qui rend cela encore plus dangereux pour les organisateurs, c'est que la Coupe du Monde dépend fortement des partisans internationaux qui restent plus longtemps et dépensent plus d'argent que les visiteurs locaux. Les partisans étrangers sont ceux qui voyagent de ville en ville, remplissent les restaurants pendant des semaines, achètent des forfaits touristiques et créent l'atmosphère permanente que les diffuseurs adorent montrer à la télévision. Selon les estimations de l'industrie, les visiteurs internationaux dépensent environ 7 fois plus que le voyageur intérieur moyen, ce qui signifie que remplacer les partisans étrangers par des spectateurs locaux ne compense pas entièrement l'écart économique sur lequel les villes comptaient. On peut crier « l'Amérique d'abord », aussi fort qu'on veut, mais un tournoi mondial a quand même besoin que le monde se présente. C'est pourquoi les exploitants hôteliers de plusieurs marchés commencent à s'inquiéter du fait que, même si les stades vendent techniquement assez de billets, le boom touristique plus large autour duquel de nombreuses villes avaient bâti leur budget pourrait ne jamais réellement se matérialiser. Et il existe déjà des exemples montrant à quel point la demande est devenue inégale. Des rapports ont indiqué que l'occupation hôtelière liée aux périodes clés de match dans des villes comme Boston et New York était étonnamment faible par rapport aux projections initiales, tandis que Vancouver aurait affiché un taux d'occupation d'environ 39% contre 53% pendant la même période l'année précédente. Certains marchés comme Dallas et Miami demeurent plus solides grâce à une meilleure connectivité aérienne et à une infrastructure touristique plus vaste, mais d'autres connaissent assez de difficultés pour que les exploitants espèrent maintenant que les rondes à élimination directe sauveront l'été financièrement grâce aux réservations de dernière minute. C'est une stratégie incroyablement risquée pour un événement qui avait d'abord été vendu comme une mine d'or touristique garantie des années à l'avance. Présenter encore cela comme un boom garanti exigerait le même talent d'optimisme qui transforme chaque foule de rassemblements embarrassante en assistance record. En même temps, un autre grand changement se produit discrètement sous la surface parce que beaucoup de partisans qui comptent encore assister au tournoi évitent de plus en plus les hôtels traditionnels.
Airbnb a déjà déclaré que ce tournoi est en voie de devenir le plus grand événement d'hébergement de l'histoire de l'entreprise, dépassant même les Jeux olympiques de Paris 2024. Cela compte parce que de grands groupes de partisans partagent maintenant les coûts en louant des maisons loin des centres-villes, en dormant à plusieurs dans les mêmes propriétés ou en conduisant de longues distances pour éviter les prix extrêmes près des zones de stade. Un partisan anglais, interrogé par BBC Sport, a expliqué que son groupe prévoyait de rester à 45 minutes ou 1 heure des grandes villes avec un budget d'environ 75 $ par personne et par nuit, soit bien en dessous des tarifs que de nombreux hôtels des villes hôtes demandaient initialement. Ce comportement change complètement l'équation financière à laquelle les entreprises locales s'attendaient. Les hôtels ont passé des années à élargir leur plan de dotation en personnel, à préparer des forfaits premium et à prévoir l'occupation sur la base des projections de la FIFA, pour ensuite voir de nombreux partisans soucieux de leur budget retarder leurs réservations ou contourner entièrement les systèmes d'hébergement traditionnels. Le marché semble livrer un message brutal qu'aucun slogan de campagne ne peut faire disparaître, les partisans savent compter. Le résultat est une étrange contradiction où la FIFA peut encore parler de millions de billets vendus, tandis que certaines parties de l'industrie hôtelière connaissent en même temps une demande plus faible que prévu. Les deux choses peuvent techniquement être vraies en même temps, mais ensemble, elles dessinent le portrait d'un tournoi où les partisans se présentent avec beaucoup plus de prudence que les organisateurs ne l'avaient anticipé. Il y a ensuite les risques supplémentaires entourant l'événement lui-même. La Coupe du Monde n'est plus seulement un tournoi de soccer en 2026. C'est aussi une énorme opération de sécurité, de santé, de climat et de politique, répartie sur plusieurs pays et des dizaines de villes. Des préoccupations ont déjà émergé concernant les températures estivales extrêmes dans les régions du sud des États-Unis et du Mexique, où les conditions à la mi-journée peuvent grimper dans les 90 degrés Fahrenheit supérieurs ou même dépasser 100 degrés Fahrenheit en juin et juillet. La FIFA a déjà instauré des pauses de refroidissement obligatoires de 3 minutes dans chaque mi-temps, quelles que soient les conditions, tandis que les sites extérieurs comprendraient des bancs climatisés pour les remplaçants et le personnel. Des scientifiques et des experts en santé ont toutefois averti que ces mesures pourraient demeurer insuffisantes pour des coups d'envoi en après-midi sous une chaleur intense, surtout pour les partisans qui passent des heures à l'extérieur des stades avant même que les matchs commencent. Le dilemme de l'horaire devient complexe parce que les diffuseurs en Europe, qui demeurent le marché télévisuel le plus riche du sport, veulent que les matchs soient joués à des heures favorables aux auditoires européens, tandis que les experts médicaux soutiennent que des coups d'envoi plus tard en soirée réduiraient l'exposition dangereuse à la chaleur. Cela crée un conflit entre les priorités commerciales de la télévision et les préoccupations de santé publique. Et cela montre à quel point ce tournoi est devenu immense financièrement, parce que les heures de coup d'envoi ne sont plus déterminées uniquement par des considérations sportives, mais par des négociations de diffusion valant des milliards de dollars et couvrant plusieurs continents. Même la météo doit maintenant négocier avec l'argent de la télévision, ce qui correspond exactement au genre de logique transactionnelle que la politique à la Trump qualifierait probablement de magnifique jusqu'à ce que quelqu'un s'évanouisse dans le stationnement. Les préoccupations sanitaires vont aussi au-delà de la température. L'attention internationale s'est portée sur des éclosions comme les cas d'Ebola en République démocratique du Congo, certaines équipes nationales ayant apparemment ajusté leur préparation à l'extérieur de leur pays d'origine en raison de restrictions de voyage et de préoccupations de santé publique. Les États-Unis ont déjà mis en place des restrictions touchant les voyageurs de certaines régions, ajoutant une autre couche de complexité pour les partisans qui tentent d'assister à des matchs depuis l'étranger. Même si les organisateurs insistent sur le fait que les risques sont gérables, les grands événements sportifs ont appris, avec la Covid-19 et les éclosions précédentes, que même des alertes sanitaires relativement localisées peuvent rapidement influencer la confiance du public, les comportements de voyage et les décisions d'assistance lorsque la couverture médiatique s'intensifie. Les experts en sécurité discutent aussi ouvertement de la vulnérabilité liée à l'organisation de 104 matchs dans plusieurs pays pendant une période de tension géopolitique élevée. Les organisateurs doivent sécuriser simultanément d'immenses stades, les systèmes de transport, les espaces de visionnement public, les aéroports, les hôtels et les festivals de partisans,
tout en se préparant à des menaces allant des cyberattaques au terrorisme, en passant par la violence de loups solitaires. Les souvenirs d'attentats liés à des événements sportifs à Paris, les préoccupations concernant la violence associée aux cartels dans certaines régions du Mexique et la montée de l'extrémisme politique à l'intérieur même des États-Unis ont tous contribué à une atmosphère où la planification de la sécurité semble maintenant presque aussi importante que le soccer. Les partisans qui assisteront au match doivent s'attendre à des environnements extrêmement contrôlés, remplis de surveillance, de points de contrôle, de présence policière armée et de procédures de fouilles étendues, ce qui pourra rassurer certaines personnes tout en rendant d'autres encore plus mal à l'aise à l'idée de voyager à l'international pour l'événement. C'est l'étrange contradiction du spectacle. Le vendre comme un festival, le mettre en scène comme une forteresse, puis se demander pourquoi certains partisans hésitent. Il y a ensuite la dimension militante, quelque chose que la FIFA tente constamment de contrôler, mais qu'elle réussit rarement à contenir entièrement. La Coupe du monde 2022 au Qatar est devenue l'un des événements sportifs les plus politiquement controversés de l'histoire moderne parce que les débats autour des travailleurs migrants, des droits LGBTQ et de la liberté d'expression ont suivi le tournoi partout. La Coupe du monde 2026 entre maintenant dans un environnement politique entièrement différent, façonné par une politique intérieure américaine polarisée, des conflits internationaux en cours, des batailles autour de l'immigration et un ressentiment mondial envers certains aspects de la politique étrangère américaine. La FIFA a déjà indiqué que certains symboles politiques et matériels de protestation pourraient être restreints à l'intérieur des stades, mais quiconque a regardé les grands tournois de la dernière décennie comprend à quel point il est difficile de séparer le soccer de la politique. Surtout dans un environnement médiatique façonné par Trump, où même une bouteille d'eau peut devenir un segment de guerre culturelle si quelqu'un pointe une caméra dessus. Une fois que des millions de partisans chargés d'émotions se rassemblent au même endroit, cette séparation devient encore plus difficile. Et c'est pourquoi cette histoire est devenue beaucoup plus grande que la seule question des chambres d'hôtel vides. Accueillir une Coupe du Monde a historiquement été l'une des plus fortes démonstrations de pouvoir d'influence qu'un pays puisse organiser, parce que l'événement dit à des milliards de personnes que le pays hôte est accueillant, organisé, stable, culturellement sûr de lui et capable de réunir le monde dans une immense célébration. L'Afrique du Sud a utilisé la Coupe du Monde 2010 pour remodeler les perceptions mondiales après des décennies de traumatisme politique. Le Qatar a dépensé des centaines de milliards pour tenter de se présenter comme un carrefour international moderne en 2022. L'Amérique s'attendait à ce que 2026 renforce son image comme centre mondial du divertissement, des affaires et de l'infrastructure sportive. Au lieu de cela, la préparation a de plus en plus exposé l'anxiété autour de l'accessibilité financière, de l'immigration, de la sécurité, de la division politique et de la question de savoir si les partisans ordinaires peuvent même participer à l'expérience sans dépenser des sommes extraordinaires. Le pouvoir d'influence devient beaucoup moins doux quand le message à l'entrée ressemble à la fois à un reçu, à un avertissement et à un argument de campagne. Les chambres d'hôtel vides sont devenues le symbole de quelque chose de plus vaste parce que les stades géants ne suffisent pas à eux seuls à créer une atmosphère réussie de Coupe du Monde. L'énergie vient des partisans voyageurs qui envahissent les rues, remplissent les bars, restent pendant des semaines et transforment les villes en capitales temporaires du soccer. Si trop de ces partisans décident que le coût, le stress ou l'incertitude n'en valent pas la peine, le tournoi risque de paraître commercialement immense, mais culturellement creux. Il reste encore du temps pour des réservations tardives, surtout une fois que les affrontements des rondes à élimination directe deviendront plus clairs et que les partisans commenceront à prendre des décisions émotionnelles de dernière minute, parce que les amateurs de soccer sont connus pour changer leur plan du jour au lendemain lorsque leurs équipes font de longs parcours. Mais le fait que de grandes associations hôtelières, des analystes touristiques et même des exploitants locaux avertissent publiquement d'une demande plus faible que prévue, à quelques semaines seulement du coup d'envoi, montre à quel point cette situation est différente de la vision initiale qui avait été vendue au public. Cela devait être la Coupe du Monde la plus facile de l'histoire à monétiser. Pourtant, les organisateurs doivent maintenant affronter en même temps des inquiétudes liées au prix, à la politique, à la logistique, à la santé, à la chaleur et à la perception internationale. La version slogan promettait une machine dorée.
la version opérationnelle, semble avoir découvert que les gens ne sont pas des figurants dans une publicité de campagne. Et c'est peut être la plus grande leçon cachée sous tous ces chiffres. Des stades à 1 milliard de dollars peuvent être construits, des écrans géants à Dell peuvent être installés, des contrats de diffusion valant des fortunes peuvent être conclus, et des retombées économiques peuvent être projetées pendant des années dans des présentations glacées. Mais rien de cela ne garantit que les gens se sentiront réellement assez bien accueillis, assez à l'aise ou assez capables financièrement pour venir. La Coupe du Monde devait amener le monde en Amérique, mais en ce moment, le monde semble beaucoup plus prudent que quiconque ne l'avait prévu. Et aucun superlatif à la Trump ne peut régler le problème le plus simple dans la pièce. Si l'invitation paraît coûteuse, tendue et conditionnelle, les gens peuvent tout simplement cesser de la considérer comme une invitation. Mesdames et messieurs, notre émission d'aujourd'hui s'arrête ici. Nous vous invitons à partager votre avis personnel dans la section des commentaires ci-dessous. Plume Pratique vous salue et vous donne rendez-vous très bientôt.